juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa yéen ngi waajal couvre-feu bi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. Dans l'actualité de ce lundi, 27 et 28e mort du corona enregistré au Sénégal. Une femme et un homme de 65 ans ont succombé à l'hôpital principal. 9 cas graves sont désormais internés dans les services de réanimation. Les autorités de Dakar s'activent en vue de la reprise des cours. Tous les établissements seront désinfectés de fond en comble. Pour une reprise effective le 2 juin, le ministère de l'Intérieur sera en charge du déplacement de certains enseignants. Beaucoup d'instituteurs ont repris le chemin de l'école aujourd'hui. De nouveaux horaires attendent les élèves. Nous ferons le point dans ce journal. Des audiences renvoyées en cascade au palais de la Dior. L'Union des magistrats du Sénégal exige des gages sanitaires. Toutes les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour reprendre les audiences publiques selon les travailleurs de la justice. Voilà un an que ce visage affable a été atrocement sorti de l'ombre. Le meurtre de Binta Camara avait ému tout le Sénégal. Selon le procureur de Tambacounda, le présumé meurtrier sera jugé très bientôt. Et puis à quelques petits jours de la fête de Korité, les vendeurs de textiles au marché HLM se disent nostalgiques de la vie grouillante du marché à l'approche des fêtes. La situation est inédite, vous le verrez. Reportage à suivre dans cette édition avec Mohamed Samb. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Mais avant le développement de tous ces titres, un détenu est décédé ce week-end à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Blessé à la jambe, cet homme a été atteint de tétanos. Pas présentement, la dépouille est à la morgue de l'hôpital de Diourbel. Les autorités judiciaires attendent le certificat de genre de mort pour décider de son enterrement. En moins de 3 ans, 5 détenus ont perdu la vie dans cette maison d'arrêt et de correction de Diourbel. L'actualité de ce lundi, c'est aussi la liste des morts du coronavirus qui s'allonge au Sénégal. Une femme de 65 ans est décédée ce matin et elle est la 27e victime. S'en est suivi le décès d'un homme soixantenaire, toujours à l'hôpital principal. Décès survenu cet après-midi. 9 cas graves sont donc désormais internés dans les services de réanimation. Beaucoup d'enseignants ont repris le chemin de l'école aujourd'hui pour une reprise tangible sur tout le territoire. Le ministère de l'Intérieur assurera le déplacement de certains enseignants. Ici à Dakar, les autorités s'activent en vue de cette reprise. Un comité régional s'est tenu ce matin. Alassane Ba et Soubaro. Des craintes ont été soulevées, des craintes légitimes. Le gouverneur a pris bonne note et les différents acteurs travaillent pour une bonne reprise des enseignements-apprentissages dans la région de Dakar. Il s'agit d'abord de sécuriser les différents établissements en y déroulant des opérations de désinfection par le service d'hygiène et par l'ensemble des acteurs qui pourraient accompagner le service d'hygiène. Il s'agit également au niveau de ces établissements d'y faire respecter les mesures barrières. C'est également faire en sorte que les heures de démarrage des cours et d'arrêt des cours soient des heures choisies avec une certaine pertinence. Et enfin, et c'est cela également qui nous réconforte davantage, l'engagement pris par les autorités aussi bien centrales que territoriales pour doter les différentes académies de matériel de protection. Pour éviter toute contamination, nous devons mettre les enfants dans les conditions optimum. Qu'ils puissent avoir des masques, des gels à disposition, des lave-mains, qu'on puisse mettre à disposition des volontaires de la ville pour éviter les rassemblements dans la cour de récréation, mais aussi pour aider au lavage des mains, pour aider à la distanciation dans les salles de classe. Le G7 a décliné ses attentes au cours de cette rencontre. Ces éléments portent notamment autour d'abord de ce que nous appelons une baisse de la pandémie par rapport à l'évolution. Le deuxième élément, c'est de recueillir
l'avis médical favorable du comité de gestion qui est chargé donc de la gestion de la pandémie. Et enfin, le troisième élément, c'est la mise en place d'un dispositif aussi qui puisse permettre de transporter tous les enseignants qui sont d'ailleurs présentement hors de Dakar pour la plupart. Je suis en mesure de vous dire que pour les enseignants ne résidant pas à Dakar, et pour ceux-là également qui sont à Dakar et qui doivent rejoindre les régions, qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, des dispositions sont déjà prises pour intégrer ce motif dans le cadre des autorisations de circuler donc, qui sont délivrées par le ministère de l'Intérieur. C'est la possibilité de rejoindre son poste d'affectation dans le cadre de la reprise des cours. Pour le transport des élèves et enseignants en toute sécurité, un comité sera institué avec Dakar, Demdik, AFTU et CETUD pour travailler sur cette problématique dans ce contexte de pandémie. Pour l'eau dans les écoles, le gouverneur a donné des assurances. Rentrée des professeurs aujourd'hui, retour à l'école pour les élèves le 2 juin prochain avec de nouveaux horaires. Les échanges sont en cours à l'inspection d'académie, 9h, 13h pour l'élémentaire et 9h, 14h pour le moyen secondaire. Suivons là-dessus les explications de l'inspectrice d'académie de Dakar. Nous n'avons fait que des propositions au comité. Maintenant, le gouverneur va mettre en place un comité restreint pour continuer la réflexion et essayer d'harmoniser au niveau de la région, qui est composée de 3 inspections d'académie. La proposition de 9h à 13h pour les élèves de l'élémentaire est fondée sur le décret qui donne une fourchette de 9h à 16h pour l'administration. Donc, logé là-dedans, nous avons pensé que les élèves des classes de CM2 ce sont des enfants. Et puisque la vente des aliments, pour des raisons sanitaires également, la vente est interdite au niveau des écoles et des établissements, on ne peut pas retenir ces enfants-là au-delà de certaines heures. Nous avons pensé qu'avec l'allègement peut-être des programmes, qu'un enfant de la classe de CM2 pourrait, entre 9h et 13h, vraiment avoir l'essentiel. Pour les élèves du moyen secondaire, nous avons pensé de 9h à 14h. Parce que quand même, on ne peut pas étudier 9h, 14h, c'est combien d'heures? 5 heures de cours, moi je pense qu'on peut faire l'essentiel par jour. Mais le quantum, je ne sais pas encore l'état de la situation par rapport au programme. Mais si les programmes sont allégés, et je sais que l'inspection générale de l'éducation et de la formation est en train de travailler là-dessus, je ne sais pas ce que cela va donner, mais si les programmes sont allégés, c'est très possible d'avoir l'essentiel. Et les enseignants souffrant de pathologies chroniques seront épargnés de la reprise selon le ministre de l'Éducation nationale. Mais quid des élèves atteints de maladies respiratoires chroniques? La question préoccupe certains parents d'élèves asthmatiques. Nous y reviendrons avec Aminata Mbaresso. Le monde de la justice est sceptique avant de retrouver les tribunaux. Vous le savez, ce lundi devait marquer la reprise des audiences publiques dans les palais de justice. Le constat ce matin est tout autre. Beaucoup d'audiences ont été renvoyées. Les travailleurs de la justice demandent à la tutelle d'assurer toutes les précautions sanitaires. Reportage au Palais Lat Dior avec Pape Faraning et Youssou Baro. Un gel hydroalcoolique à l'entrée pour les visiteurs. Le palais de justice de Dakar est loin de connaître son décor habituel, marqué par la grande affluence. Plusieurs audiences sont renvoyées à cause du Covid-19. Cette reprise, elle est assez timide, ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui qu'il y a une seule audience qui a été tenue, sinon 2, l'audience des statuts personnels qui a été renvoyée en bloc et celle des flagrants délits. À l'instant où je vous parle, l'audience est terminée parce qu'il n'y a pas beaucoup de détenus. Moi je dirais presque toutes les audiences ont été renvoyées. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une psychose nationale. Donc tout un chacun voilà, se prend un peu la tête. Donc, si je ne m'abuse, c'est simplement les mesures et ce qu'il faut prendre comme précaution qui pose problème. Cette situation indispose avocats et greffiers. Ces acteurs de la justice dénoncent le manque de concertation, la décision solitaire de la tutelle. En tout cas, il y avait une audience qui se tenait, une audience de renvoi, mais des avocats ont refusé de rentrer. Ce ne sont pas simplement les magistrats, mais c'est un geste de survie pour tout le monde. Et que ça soit le justiciable, l'avocat
ou le magistrat, chacun a besoin d'être rassuré avant de prendre une audience. Moi, je pense qu'en vérité, le garde gagnerait à réunir les acteurs, notamment le barreau, le SYTJUST et l'UMS, et trouver peut-être une solution consensuelle, trouver un consensus pour que les activités puissent reprendre normalement dans les tribunaux. Avec des salles d'audience trop étroites, le palais de justice ne respecterait pas les normes exigées par les autorités sanitaires pour lutter contre le coronavirus, selon les acteurs judiciaires. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des salles qui sont exiguës, des salles qui sont préposées à prendre les audiences et que s'il y a une concentration d'une centaine de personnes, d'une cinquantaine de personnes, on ne peut pas respecter les règles barrières. Les conditions dans lesquelles aujourd'hui nous travaillons en même temps que les avocats, il faut les comprendre. Je disais tantôt que les salles d'audience sont exiguës, il n'y a pas assez de moyens de protection, assez de masques, on n'a pas assez de tests pour pouvoir faire face à tout cela. Et c'est normal donc que les magistrats fassent un recul pour voir et pour étudier la situation et voir quelles sont les mesures d'accompagnement. Avec les mesures d'assouplissement, les cours et tribunaux du Sénégal devraient reprendre et abriter les audiences. Mais l'Union des magistrats pose les conditions d'une reprise basée sur le respect des mesures barrières. Merci Pape Farah. Jugement imminent du présumé meurtrier de Binta Camara à Tambacounda, une affaire qui avait beaucoup ému tout le Sénégal. Souvenez-vous, les habitants du quartier Saré-Guilel n'en reviennent toujours pas. Moussa Omar Gueye. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tambacounda va très prochainement fixer la date du procès sur l'affaire Binta Camara. Binta Camara a été tuée dans la nuit du 18 au 19 mai 2019. Le présumé coupable, Pape Alioune Fall, a été placé sous mandat de dépôt le 22 mai 2019. Début août, reconstitution des faits au quartier Saré-Guilel. Fin avril 2020, le parquet refuse catégoriquement la liberté provisoire formulée par son avocat, Maître Clédor Ciré Ly. À Tambacounda, les populations rencontrées attendent avec impatience la tenue du procès sur l'affaire Binta Camara. Le meurtre a été un meurtre lâche, très lâche, qui a été prémédité d'ailleurs. C'est ce que le français dit, prémédité, parce que le gars, il était venu uniquement pour la tuer. Il doit criminaliser la viol, il doit corser la loi, à tel point que personne ne peut violer une autre fille. On en a assez de ces viols-là. Permettez-moi d'abord de prier, pour vraiment prier pour que Binta Camara repose en paix. Parce que ça fait mal lorsque le crime a été perpétré sur la fille, ça a fait mal. Et depuis lors nous attendons, il n'y a pas encore de jugement par rapport à ça. Celui qui a été indexé reste toujours un présumé. Depuis lors la maison est fermée. Alors on ne comprend pas trop, je pense que la vie devait continuer à ce niveau. Oui, c'est vrai, ça fait mal, mais à mon humble avis, la vie devrait continuer. La maison devrait être fréquentée, devrait être ouverte, les gens devraient habiter. D'ailleurs, ça allait permettre aux gens d'oublier un peu, et même à son papa, de dépasser un peu la chose. En effet, la date de la comparution qui a été fixée le 18 mars 2020 a été renvoyée à cause du contexte de la pandémie du coronavirus. Restons justement à Tambacounda où le coronavirus disparaît petit à petit. Le département était pourtant considéré comme l'épicentre dans la région avec plus de 60 cas. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que le gouverneur a annoncé la nouvelle. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'annoncer la bonne nouvelle qui concerne le département de Goudiri, où nous avions enregistré 63 cas testés positifs au coronavirus. Nous avions à l'époque pris les mesures que nous avions estimées bonnes. Nous les avons appliquées sans hésitation. Et aujourd'hui, à 10 heures, le médecin-chef de région est venu m'annoncer la guérison du dernier malade. Cette cohorte de 63 a été prise en charge normalement au niveau de notre CTE et également les malades sont guéris et sont retournés à Goudiri. Donc à compter de demain,
Goudiri n'est plus un département rouge, mais c'est un département vert où il n'y a pas de cas officiels recensés au coronavirus. Et puis ces précisions de l'Institut Pasteur sur la fiabilité des tests, sur la prétendue affaire des résultats des tests du personnel médical de l'hôpital de Fann. Depuis le début de l'épidémie, l'IPD contribue à la riposte avec beaucoup de rigueur et de transparence sous le contrôle du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Dans ce cadre, tout résultat de test transmis par l'IPD à l'autorité ministérielle suit un processus strict et clairement défini. Selon l'Institut Pasteur, à cet égard, la direction de l'IPD affirme qu'il n'y a jamais eu de transmission au ministère de la Santé et de l'Action sociale des résultats doubles ou contradictoires pour les médecins concernés. Les faits sont les suivants. L'IPD a adressé au point focal de la prise en charge du service des maladies infectieuses de Fann un message électronique avec en pièce jointe une liste de 16 personnes pour lesquelles un deuxième prélèvement a été demandé car les informations contenues dans les fiches d'enquête des premiers prélèvements reçus par l'IPD n'étaient pas fiables, selon eux. Ainsi, une deuxième série de prélèvements avec des fiches correctement renseignées nous a été transmise et nous a permis d'effectuer les tests et de donner les résultats négatifs de ces personnes, tels qu'annoncés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale lors de son point quotidien. Aucun résultat faux ou contradictoire n'a été rendu au ministère sur la souche maintenant Covid-19, contrairement à ce qui a été déclaré au niveau de la presse nationale. L'Institut Pasteur de Dakar n'aurait jamais reçu de demande officielle émanant d'une quelconque institution de recherche pour la mise en disposition de la souche Covid-19. Donc, retenez que l'IRSF n'a jamais demandé la souche selon l'Institut Pasteur de Dakar. La commune de Fatick enregistre son premier cas positif au Covid-19, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, domicilié à Ndiaye Ndiaye dans la commune de Fatick. Voyons tout cela avec Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey. C'est une source médicale qui a confirmé ce troisième cas testé positif au coronavirus dans la région de Fatick. Cette fois-ci, c'est la commune qui est touchée, précisément le quartier Ndiaye Ndiaye. L'homme atteint du virus est un chauffeur de transport en commun âgé de 55 ans. Il a été admis la nuit dernière au centre de traitement de l'hôpital régional de Fatick. Une dizaine de ses proches sont actuellement confinés dans leur maison au quartier Ndiaye Ndiaye. Ils seront mis en quarantaine dans un site extra-hospitalier pour leur suivi médical, selon notre source. D'autres sources révèlent que ce chauffeur malade du Covid-19 n'avait pas respecté l'état d'urgence. Il continuait à transporter des voyageurs de façon clandestine vers Dakar ou Thiès. Un peu plus tôt, le dimanche 10 mai dernier, un commerçant de 43 ans a été également testé positif au coronavirus dans la commune de Djakhaoustine. Cependant, les prélèvements effectués sur 25 membres de sa famille, dont 3 enfants, sont revenus négatifs. Mais d'ici à la fin de leur quarantaine, d'autres tests seront faits sur eux. Mais pour le moment, des dispositions ont été prises par les autorités pour endiguer la circulation du Covid-19 dans la région de Fatick. Et puis dans la banlieue Dakar, le poste de santé de Thiaroye-sur-Mer polarise 40 quartiers et jusque-là, il n'a pas enregistré de cas positifs du Covid-19, mais le combat est loin d'être gagné du fait d'un manque de matériel. Le poste qui n'avait même pas de thermoflash vient d'être équipé par des jeunes du mouvement Thiaroye-sur-Mer. Nous y reviendrons avec notre équipe dans la banlieue de Dakar. Alors maintenant à Mbour, où les transporteurs réclament la levée de l'interdiction du transport interurbain, malgré la perfusion de 100 milliards de francs CFA dans le secteur du transport. Ils vivent, selon eux, difficiles moments suite à l'arrêt de leur activité depuis près de 2 mois. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Des chauffeurs et transporteurs effectuant le transport interurbain dénoncent le partage des fonds Covid destinés au secteur du transport. Le partage est inéquitable. Imaginez, on donne 600 millions à Dakar Dem Dikk alors qu'ils travaillent toujours car c'est un transport urbain qui est concentré à Dakar. L'AFTU, on leur donne 500 millions. Eux aussi, ils sont en train de travailler. Et le transport interurbain, 400 millions alors que depuis 2 mois, on ne travaille pas. Depuis plus de 2 mois, ces chauffeurs et transporteurs sont au chômage. Ils demandent l'ouverture des gares routières. Ils ont ouvert les marchés, les mosquées et tout.
Donc, ces dispositions prises pour pouvoir reprendre ces activités, on peut prendre ces mêmes dispositions pour nous. Ils demandent aux gens de faire avec le virus et nous, on nous bloque. Si les autres activités font avec le virus, nous, on risque de mourir avec le virus. Ces acteurs du transport espèrent que les autorités ne vont pas tarder à réagir, sinon ils menacent de hausser le ton. Les restaurants et pâtisseries très affectés par la pandémie du coronavirus, une situation qui découle des mesures consistant à éviter les rassemblements et la fermeture des frontières aériennes. Les gérants se plaignent des conséquences de cet état de fait. Ils affirment qu'ils continuent de prendre en charge difficilement leurs employés. Leur porte-parole Habib Peka réagit au micro de Ousseynou Diop et Habib Sek à Saint-Louis. Difficilement, très difficile. Parce que nous vivons une situation difficile depuis plus de 2 mois. Présentement, on s'en sort difficilement. Les gérants de restaurants et de pâtisseries ne vont jamais oublier cette période de crise. C'est pourquoi nous avons diminué nos employés pour s'en sortir. Ici, notre principale clientèle est composée de quelques Sénégalais et de touristes européens. Et depuis le 10 mars, on ne voit plus personne. Alors, nous essayons de tenir pour garder nos employés. On a payé 2 mois de salaire, mais difficilement. Et il n'est pas sûr qu'on puisse assurer les salaires du mois demain. Les autorités nous ont demandé d'écrire pour bénéficier d'appui. On attend parce que la situation va de mal en pis. Mais pour éteindre un feu, il faut faire vite, sinon il y aura beaucoup de dégâts. C'est très dur pour nous, les restaurateurs. Nous attendons et appelons à l'aide. Et devant l'impératif économique, les marchés ont retrouvé leur quotidien grouillant. Illustration au marché de Notogouy-Diama, le plus grand marché de légumes situé dans la zone d'Enyai. Malgré la promiscuité, les préconisations sanitaires sont respectées. Cher Anta Diop, c'est la tire. L'affluence est monstre dans ce plus grand marché aux légumes, Notogouy-Diama, situé dans la zone d'Enyai. Les producteurs maraîchers, les commerçants et les femmes banabana qui se ravitaillent en légumes viennent ici. Parce que le marché de Noto est un marché international. Notogouy-Diama est devenu un pôle économique. Et beaucoup de personnes venaient même dans d'autres régions pour faire des activités. Mais le coronavirus a changé les habitudes. Visages tirés derrière des masques, des agents sont préposés à la grande porte du marché, thermoflash en main, pour déterminer la température de celui qui accède au marché. Il y a toute une organisation mise en place pour endiguer la propagation de cette pandémie. Avec la venue de la maladie dans la région de Thiès, nous avions jugé nécessaire maintenant de réglementer le marché. C'est pourquoi nous avions eu à discuter avec les acteurs du marché et ils ont programmé de faire des badges. Les gens qui servent le Covid-19, il y avait une femme qui était venue avec une température qui les inquiétait. Subitement, ils m'ont interpellé et on a amené une ambulance pour le faire partir du lieu. On a attrapé tout récemment un voleur dans le marché. Parce qu'il venait vendre du citron venant d'un Boro, il ne savait pas que le marché a été réglementé à son insu. Mais il a été attrapé et remis à la gendarmerie. L'activité de riposte au coronavirus est axée sur la coordination multisectorielle. Tous les infirmiers chefs de poste de la localité, les coxeurs du marché, la gendarmerie sont tous représentés dans une structure qu'on appelle comité local de riposte. Et sur l'international, sachez que l'OMS a tenu son assemblée générale. Une grande évaluation s'impose selon les participants et une enquête sur l'origine du coronavirus le moment venu. Dissa Prera. D'ordinaire, elle passe plutôt inaperçue, mais cette 73e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé se déroule dans un contexte bien particulier. La pandémie du Covid-19, mais également la remise en question du rôle de cette agence onusienne, surtout dans sa gestion et prévision du coronavirus. Pour la première fois de son histoire, la rencontre s'est faite par visioconférence et la pandémie était au cœur des discussions. Certains observateurs ont même parlé de bras de fer autour du corona. Des critiques, l'agence en a reçu et ce avant même cette assemblée générale. Donald Trump reste l'un des présidents les plus acerbes envers l'institution. Directement et sans détour, le président américain accuse l'OMS de mauvaise gestion de la crise. Une posture réitérée
aujourd'hui. Cette organisation a échoué à obtenir des informations utiles et son échec à côté de nombreuses vies humaines, a déclaré le secrétaire à la santé des USA à l'Assemblée. De son côté, l'organisation a aussi, sur un ton offensif, égratigné les pays qui ont ignoré ses recommandations. Et c'est Antonio Guterres qui a porté ses critiques et s'est désolé du très peu d'unité dans la réponse face à la pandémie. Alors que le bilan fait état de plus de 315 000 morts et 4,7 millions d'infections, un consensus semble émerger quant à l'usage d'un éventuel futur vaccin. Tous souhaitent qu'il soit universel. Dans cette assemblée générale qui va se poursuivre ce mardi 19 mai, il a aussi été question d'une résolution portée par l'Union européenne et qui évoque un processus d'évaluation à lancer pour examiner la riposte sanitaire internationale et les mesures prises par l'OMS face à la pandémie. Une éventualité non écartée par l'agence. Son directeur Tedros Ghebreyesus promet de lancer une évaluation indépendante pour examiner les expériences, les leçons à tirer, mais aussi les recommandations à formuler en vue d'améliorer la préparation et la réponse aux pandémies à l'échelle nationale et mondiale. Merci Dissa. Et à quelques petits jours de la fête de Korité, au marché HLM, on ne sent presque pas que l'Aïd se profile. Loin de la vie animée du marché à l'approche des événements comme la Korité, le désarroi des commerçants. Dans ce reportage, Mohamed Samb, Youssou Baro. Une ambiance moins vivante, différente de celle qu'on a l'habitude de voir au marché HLM à l'approche de la fête de Korité. Les clients ne viennent que très rarement, mais ces commerçants maintiennent tout de même leur commerce opérationnel. C'est un peu compliqué vu le contexte actuel lié au Covid-19. Les clients n'achètent que des tissus vendus à bas prix. Les getzner, les bazins et autres ne sont pas demandés par nos clients. Pour l'instant, les clients ne viennent pas massivement comme auparavant, mais maintenant on vend les vaccins et les vaccins de temps et les choix de temps. Mais là, coûte moins cher que les bazins riches et les getzner. Même son de cloche chez ce jeune couturier. Amat voit toute son activité ralentie par le Covid-19. Avant, on avait la possibilité de travailler jour et nuit, mais cette année, ce n'est pas possible avec le Covid-19 et le couvre-feu. Mais c'est indépendant de notre volonté. Nous nous en remettons au bon Dieu. La fête de Korité de cette année aura sûrement un cachet particulier chez les commerçants. La pandémie n'a pas épargné leur métier. Les choses marchaient mieux l'année dernière. Les clients viennent rarement cette année. Même les petits nombres de clients qui venaient souvent ne viennent plus. Aussi, ils ont peur de contracter le virus ici au marché. Ça touche beaucoup de secteurs. Maintenant, les gens ont de l'argent, mais cet argent-là, c'est pour faire des alimentations quand même. À l'exception de ces commerçants obligés de s'activer en cette période de Covid-19, les clients se font presque rares au marché HLM, une vue moins habituelle qu'offre ce site de commerce, jadis très fréquenté. Eh oui, Mohamed, les temps sont durs pour tout le monde. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les 5 minutes de SAS Pape Anne et puis votre émission Ziar. Et un peu plus tard, Quartier Général. Mais on se quitte avec ces images qui nous viennent du pays des hommes intègres. La statue corrigée de Thomas Sankara qui s'érige depuis ce dimanche sur le site où le capitaine a été assassiné le 15 octobre 1987. Après la première version un peu raté, il faut le dire. Cette fois, le comité international Mémorial Thomas Sankara a réussi son coup. Excellente soirée sur TFM. Le gouvernement est là pour servir et non pour se servir ou servir quelques puissants du jour ou de la veille. Le peuple aime la liberté. Pour que passe la liberté, les détourneurs de la liberté ne doivent pas passer. En un mot, je voudrais vous dire